Bonjour Clément, Bonjour. merci de me recevoir. Pouvez-vous vous présenter? Alors donc je m'appelle Clément Dumont, j'ai actuellement 32 ans. Je suis professeur des écoles et je suis également donc le responsable départemental de l'UPER en Eure-et-Loire. Vous êtes professeur des écoles depuis peu, je crois, 2016, Oui. mais ce n'est pas cette profession que plus jeune vous envisagiez, puisque je crois vous avez fait des études d'ingénieur en agronomie. Alors pourquoi cette réorientation, si ce n'est pas indiscret? Alors tout simplement parce que dans mon cursus, au départ, je voulais, en rêve d'enfant, être vétérinaire. Donc j'ai suivi les voies pour l'être. Alors je n'ai pas été pris en classe préparatoire, donc j'ai suivi un cursus sciences de la vie concours. Voilà, on ne va pas rentrer dans la technique, mais bon, on va dire, en tout cas, je n'ai pas eu le concours pour être vétérinaire. Et quand on passe le concours pour être vétérinaire, on passe également en parallèle le concours, souvent d'ingénieur agronome. Là que j'ai eu. Donc je me suis retrouvé du coup en école d'ingénieur agronome à Nancy. Donc je suis passé de Nîmes à Nancy, ce qui fait un différentiel de température assez dur à supporter les premiers mois. Mais une ville très agréable. Une jolie place. Très jolie place, la place Stanislas, un très beau parc. Et du coup, après 3 ans d'études, je me suis orienté vers le marketing où j'étais responsable, il y a encore 3 ans, responsable marketing d'un groupe agroalimentaire, donc basé à côté de Chartres. Et j'ai souhaité me réorienter tout simplement parce qu'il manquait quelque chose. Quand je faisais un petit peu le bilan de mon activité, même si je me plaisais à certains égards dans le métier que j'exerçais, il manquait quelque chose. Il manquait du sens, quelque chose qui me donne le peps de me lever le matin. Je me traînais les pieds un peu pour aller au travail, même si j'adorais mes collègues et également ce que je faisais. Et après pas mal de réflexions, je me suis orienté vers l'idée d'être professeur des écoles. Donc j'ai réfléchi pendant quelques temps sur ce sujet-là. Puis j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle qui est acceptée par mon employeur. J'ai passé le concours que j'ai eu et maintenant ça fait 2 ans que j'exerce en tant que professeur des écoles et je regrette absolument pas mon choix aujourd'hui. Et donc ce sens, vous l'avez retrouvé dans ce métier? Tout à fait, tout à fait. J'ai quelque chose que je pense je n'avais absolument pas, en tout cas que j'avais en partie, mais qui prenait une toute petite partie du temps que j'avais dans mon ancien poste. C'est la transmission, c'est l'envie de transmettre des choses, de faire grandir les personnes, de les faire éclore. Et d'être utile à la société. Alors ça peut paraître très égoïste, mais je pense que c'est vraiment le cas. J'avais besoin de me sentir utile. Et voilà. C'est jamais être égoïste de vouloir faire le bien de la société. Oui, mais je pense que le plaisir est égoïste, mais quand c'est des plaisirs justement qui vont je dirais, dans le sens de l'intérêt public. Oui, ce que je veux dire par là, c'est voilà, je ne l'ai pas fait que pour la beauté du geste. C'est aussi que ça me convenait. On va dire que ça, c'est pas forcément de l'égoïsme, mais je pense que ça convenait à ma personnalité. Voilà, ça. Alors, vous êtes également jeune papa. Oui. Et même si vous ne l'étiez pas quand vous avez rejoint l'UPR, cet engagement, vous l'avez décidé aussi par souci, j'imagine, de donner un meilleur avenir aux jeunes générations. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'avenir proposé par l'Union européenne sera moins bon pour les futures générations que celui proposé par une France libre et indépendante? L'avenir, on le voit déjà dans ce que l'Union européenne a été capable de faire ces dernières décennies, avant de parler d'avenir de l'Union européenne et d'avenir de la France libre. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est dresser le constat quels sont les fruits de la construction européenne. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une situation économique qui est désastreuse en France, un marché de l'emploi qui est plus que moribond, les questions écologiques qui ne sont absolument pas prises en compte par l'Union européenne. Donc voilà, l'idée, c'est de dire que nous sommes aujourd'hui dans une structure politique, qui est l'Union européenne, qui doit être mise en cause et dont on doit sortir, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, elle ne répond qu'à un seul impératif, c'est satisfaire les multinationales. Derrière un beau discours de départ humaniste, d'union des peuples, si on enlève ce discours de façade, au final, la réalité, c'est quand on regarde les lois qui sont votées, les directives qui sont appliquées, et le chemin que prend la Commission européenne depuis le début d'ailleurs, ce sont avant tout des priorités économiques et des priorités pour le marché qui bénéficient seulement aux multinationales, même pas aux PME et TPE. Donc si on retrouve la France libre, on aura le choix de faire une autre politique qui ne sera pas imposée donc, par cette structure politique qu'est l'Union européenne. Et si les Français le souhaitent, on pourra avoir un avenir tout différent, qui ne sera pas autant
axé et uniquement vers le marché et vers l'argent. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'occasion des élections régionales de 2015. À l'époque, vous étiez le directeur de campagne de Thierry Fouquiau, notre tête de liste régionale. L'UPR avait d'ailleurs obtenu ses meilleurs résultats dans la région Centre-Val de Loire. Quel bilan faites-vous de cette élection et celles qui ont suivi? Mais le bilan, il est assez positif, puisque c'était vraiment, nous, en tout cas délégation de l'Eure-et-Loire, les premières élections à laquelle on participait de manière active, puisqu'il y avait les européennes juste avant, mais c'était, on va dire, les balbutiements du mouvement en termes d'élections, et puis on n'avait pas encore de structure vraiment définie pour pouvoir y participer pleinement. Là, on a réussi à monter une équipe, on a réussi à monter une liste avec des candidats et des candidates dans tout le département de la région Centre. Même si le résultat n'a pas été mirobolant, on est fiers de ce qu'on a fait, puisqu'on a réussi à avoir des premières retombées médiatiques pour l'UPR, donc ce qui était extrêmement positif, avec des médias locaux qui ont joué le jeu, je pense à l'Écho Républicain, à Radio Intensité et à d'autres, qui nous ont reçus de manière très courtoise, qui nous ont posé des questions, auxquelles on a répondu. Alors certes, on a eu beaucoup moins de traitements médiatiques que les partis dits traditionnels, on va dire les soi-disant gros partis. Mais voilà, c'est une première expérience positive et qui a permis de lancer une dynamique dans le département. Et donc là, c'était par rapport à cette élection régionale de 2015 et les élections suivies, qui ont suivi, vous avez un bilan en particulier à faire par rapport à ces élections? Notamment dans la relation média. Alors dans la relation média, oui. Le bilan, c'est que les médias, il faut tout simplement les alimenter. Il faut arriver à leur donner des informations, à leur donner des choses sur lesquelles parler, puisqu'ils ne vont pas forcément d'eux-mêmes faire le travail tout simplement à la place de nous. Donc, c'est à nous d'aller pousser des portes, d'appeler, de proposer des communiqués de presse. Et c'est un travail de longue haleine, puisque avant qu'il soit lu, il faut du temps. Donc il faut de la régularité dans ces communiqués de presse et puis y aller régulièrement. Alors parlons un peu de vos délégations, comment vous l'organisez, d'une façon générale, quelles sont vos recettes pour la développer et comment aimeriez-vous la voir évoluer? Alors l'organisation, je pense, est semblable à celle que l'on trouve dans beaucoup d'autres délégations, à savoir que nous avons une réunion mensuelle à laquelle sont conviés les adhérents tous les mois. Également un café citoyen que l'on fait maintenant depuis à peu près un an de manière régulière, donc une fois par mois également. Café citoyen auquel sont invités les sympathisants, les curieux, même les personnes d'autres partis, autour desquels on débat autour d'un thème choisi qui est présenté par un adhérent. Et qui du coup ramène plus de personnes, on va dire, que les traditionnelles réunions. La tournure que j'aimerais que la délégation prenne, et c'est ce que j'essaie de faire en sorte que ça aille dans ce sens-là, c'est que les adhérents du département aient des initiatives par eux-mêmes, et c'est ce qui se passe. Moi j'ai une équipe qui est super, qui n'hésite pas à me dire tiens là, dans 3 jours, on va prendre le saut de colle, les affiches, voilà, on y va. Le tout, c'est de s'assurer qu'ils aient tout le nécessaire pour pouvoir le faire et qu'ils aient également les marches à suivre, que ce soit les endroits à coller, la législation à respecter. Donc, l'idée, ce serait que je devienne de plus en plus un facilitateur d'action et que les idées d'action et la volonté d'agir viennent spontanément des adhérents. Ce serait vraiment l'idéal pour moi. Ce serait les vacances. Ah oui. Après, il y aurait plein d'autres choses à gérer. Il y a l'administratif, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à se développer. Et puis quand l'idée vient d'un groupe, vient de personnes, on y adhère plus facilement que quand c'est une personne qui dicte les choses à faire. C'est mon opinion en tout cas. Le principal souci du PR, c'est sa non-médiatisation. Alors que Macron et les autres figures politiques européistes rentrent dans tous les foyers grâce à la télévision, l'UPR est toujours censuré et il est très difficile de la faire connaître auprès des gens qui n'accordent du crédit qu'à ce qu'ils voient à la télévision finalement. Alors vous vous souvenez d'ailleurs de ces vieux prospectus où pour vanter la qualité d'un produit, on ajoutait « vu à la TV » quand ils avaient fait l'objet d'une publicité télévisée justement. Alors en politique, c'est la même chose. On a l'impression que la vieille génération
n'accordent du crédit qu'à ce qu'ils entendent ou voient à la radio ou à la TV. Alors, avez-vous perçu cela dans votre entourage proche? Et pensez-vous que les jeunes générations vont être épargnées par ce phénomène finalement? C'est une question très intéressante. C'est vrai qu'on le perçoit. Effectivement, la télé a encore aujourd'hui dans nos sociétés un pouvoir énorme, que ce soit pour faire monter des idées ou des personnalités. On l'a vu avec Emmanuel Macron, ça a été incroyable. En 2 ans, la construction d'un candidat à partir de sa médiatisation, et en même temps le pouvoir de défaire aussi des oppositions par soit la non-médiatisation, ce qui est notre cas, soit on va dire la calomnie, la psychiatrisation, ou tout ce que vous voulez. Maintenant, le point positif, c'est que la télévision tous les ans perd de l'audience, les chaînes principales également. Elle reste quand même très fortement ancrée dans les foyers, mais on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont complètement délaissé la télévision, qui vont sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour s'informer ou pas. D'ailleurs, c'est toute la question. C'est est-ce qu'ils vont sur Internet pour jouer à des jeux de vidéo en ligne, regarder des vidéos de chats, ou est-ce que de temps en temps, quand ils ont le temps, ils regardent aussi des vidéos politiques, machin? J'espère que oui. Je regarde des vidéos de chat de temps en temps, hein. Ça détend, hein. Mais l'idée, moi ce que j'espère, je suis un éternel optimiste, c'est que Internet a cette force, c'est que quand on est sur Internet, on choisit son contenu. Alors après, dans la mesure de ce que proposent aussi les algorithmes, donc il faut quand même peut-être modérer ça, mais en tout cas, c'est l'internaute qui va choisir par ce qu'il va taper sur le clavier, ce qu'il va rechercher, ce qui n'est pas le cas avec la télé où vous êtes passif, où vous commencez, vous installez sur le canapé, vous appuyez sur une chaîne et puis vous êtes en train de quelque part de subir ce que vous voyez, alors que vous pouvez toujours zapper, mais sur Internet, on va vraiment où on a envie d'aller. Donc je serais plutôt optimiste sur ce point-là, et d'ailleurs c'est grâce à ce cadeau-là que l'UPR a pu se développer. Sans Internet, on pourrait se demander où serait l'UPR aujourd'hui, et peut-être qu'on ne serait pas du tout là où on en est actuellement. Alors, je crois savoir que vous êtes un amateur de sport. Vous êtes supporter du Nîmes Olympique, vous m'avez dit, j'ai entendu ça. Alors, on est en pleine période du mondial, là, 2018. La France a eu sa qualification en demi-finale hier. Alors justement, qu'est-ce que vous aimez dans le sport? Qu'est-ce qui vous attire dans le sport? Alors dans le sport, en tant que supporter, c'est surtout les émotions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressent dans le sport en termes d'émotions qu'à mon sens, on ne peut ressentir nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, que ce soit... Donc ça, c'est l'émotion du supporter. C'est l'émotion du supporter, c'est vibrer, c'est avoir peur, c'est stresser, puis en même temps se libérer d'un coup comme ça. Alors c'est paradoxal parce que je suis issu d'une famille de rugbymen. Entre le foot et le rugby, évidemment, les comparaisons ne sont pas forcément tout le temps à l'avantage du football, en tout cas de la part des gens qui font du rugby. D'ailleurs, j'ai fait du rugby pendant 15 ans au poste de demi-mêlée, donc c'est un sport que j'adore. Mais en tant que supporter, je n'aime pas forcément jouer au foot et je n'aime pas forcément le foot, si ce n'est l'équipe de France et du coup le club que j'aime du Nîmes Olympique. Donc une passion un peu irrationnelle qui ne s'explique pas trop et qui est vraiment liée aux émotions que j'ai pu vivre au stade ou ailleurs. Juste, alors pour cette équipe de France, vous lui souhaitez quoi? Bien sûr d'aller en finale. Vous avez un pronostic contre qui elle va aller en finale alors j'ai lu quelque part qu'il y avait 2 clubs qui étaient à chaque fois représentés en finale depuis 1982, c'était le Bayern et l'Inter, et les seules équipes nationales qui peuvent correspondre à ce qui se passe donc depuis 1982, ce serait la France et la Croatie. Donc a priori, si on croit à cette statistique, après les chiffres, ce serait une finale France-Croatie, et je pense que ce serait vraiment une très belle finale. Après, avant la finale, il y a la Belgique, on a vu de quoi elle était capable face à l'équipe brésilienne, et pétrie de talent à tous les niveaux, peut-être un peu moins en défense, mais je pense qu'on va avoir un très très beau match en demi-finale, et oui, j'espère qu'on va aller au bout, ce serait beau pour cette équipe concentrée, très humaine, on sent qu'il y a vraiment un groupe qui s'éclate, et c'est beau à voir parce que je pense qu'on en a besoin aujourd'hui de rêver. Ça n'empêche pas d'être
à mon sens, d'être sérieux au niveau politique. On peut avoir des temps où voilà, on se retrouve, alors je peux comprendre que certains n'aiment pas le foot, ça je le comprends tout à fait, mais on peut avoir des moments, on va dire, un peu plus légers, un peu plus beaux que peuvent donner le sport, sans pour autant oublier les combats politiques. Voilà. Je pense que c'est deux choses qu'on met souvent, je pense, en opposition, et je pense que c'est pas le bon calcul. On peut pour moi faire les deux. Alors, comme autre centre d'intérêt, alors je ne sais pas si c'est une passion là, vous avez vous faites du théâtre d'improvisation. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous attire et finalement, est-ce que ça vous aide en politique? Oui. Alors, le théâtre d'improvisation, oui, j'en fais depuis 8 ans. D'ailleurs, on a monté une troupe d'improvisation entre copains là, maintenant depuis 3-4 mois, donc elle vivote, donc à Chartres. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte beaucoup de choses. C'est un groupe où on s'éclate, où on apprend à arriver à créer des histoires à partir d'un mot qui est donné soit par le public, soit par un arbitre, et on joue selon des catégories. Donc les catégories vont pouvoir être littéraires, donc on va pouvoir jouer à la manière de Molière, à la manière d'Anton Tchekhov, à la manière de William Shakespeare, et également, on va dire, plus trivial, à la manière voilà, d'un spot publicitaire, à la manière d'une comédie musicale ou d'un soap opéra américain. Donc voilà, il y a plein de facettes, des facettes très techniques, des facettes plus drôles. Et c'est infini, en fait, c'est ça, je pense, qui me plaît, parce que c'est un univers infini. On n'a jamais fini de découvrir des choses, on repousse nos limites. Le danger aussi de se mettre seul face au public, sans préparation, sans filet, est quelque chose de grisant. Et enfin, je dirais l'esprit d'équipe, parce que quand quelqu'un se retrouve seul sur scène, on va dire entre guillemets, à pédaler dans la semoule, à ne pas avoir d'idée, on a des grands moments de solitude et on est content quand on a un camarade de l'équipe qui saute sur la scène pour venir nous aider, nous épauler à faire avancer l'idée. Et en ça, je dirais qu'il y a beaucoup de parallèles avec le rugby, où l'esprit d'équipe est très fort, et il faut savoir jouer en équipe et non pas jouer individuel. Jouer individuel en théâtre d'impro, à moins d'être exceptionnel, ou jouer individuel en rugby, à moins d'être aussi exceptionnel, vous passez une fois, vous passez pas 2 fois. Donc voilà, c'est peut-être le côté travail en équipe qui me plaît le plus. Alors, pour conclure, Clément, qu'est-ce qui vous donne foi en l'avenir? L'être humain, tout simplement, les gens que je rencontre tous les jours, parce que je pense qu'il y a un différentiel énorme entre ce que renvoient les médias, ce que renvoie la télévision, que ce soit par les faits divers, que ce soit par les peurs qu'elles peuvent renvoyer, et ce qu'on vit réellement au quotidien. On a l'impression d'être dans un pays, quand on regarde les médias, où tout va mal, où tout est négatif, à part quand on regarde de temps en temps, ce qui n'est pas mon cas depuis bien longtemps, mais le JT de Jean-Pierre Pernaut. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore à la présentation du JT. Si, il est toujours là. Il est toujours là. Bon, donc, alors que dans la réalité, je trouve que les gens qui passent à la télé ne sont pas tout simplement les mêmes que l'on retrouve dans la vraie vie. C'est ça qui me donne espoir, c'est que on peut se morfondre de l'état actuel peut-être de la France sur plein de points, mais la France est pleine de ressources, plein de gens bien, qui veulent le bien, et je crois au sens commun, je crois à la décence commune, au bien commun, et voilà, je pense que tôt ou tard, tout est pour moi une affaire de cycle, tôt ou tard les choses iront mieux et le ciel sera bleu. Merci Clément. Merci beaucoup.